Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce grand entretien de Ciel et Espace enregistré en public à la Cité internationale universitaire de Paris, donc en partenariat avec le Club des chercheurs de la Fondation Victor Lyon, avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et la ville de Paris. Le tout organisé par l'Association française d'astronomie, donc éditeur de la revue Ciel et Espace, qui consacre son dernier numéro, donc ici, à Uranus, qui, comme vous pouvez l'imaginer, n'est pas la préoccupation du moment nécessairement, mais qui vous permet de prendre un peu de hauteur. Et surtout, ce numéro comprend une carte du ciel qui vous permet de suivre la première édition des Nuits de l'équinoxe, qui vous permettront de célébrer le ciel de printemps les 21, 22 et 23 mars prochains. Mais c'est d'espace dont nous allons parler aujourd'hui en compagnie de notre invité Pierre Lyonnais. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Eh bien, merci d'être là. Surtout, je vous présente, vous êtes directeur de recherche à Eurospace, qui est une association professionnelle de l'industrie spatiale européenne, dont la destination est de promouvoir une meilleure compréhension des enjeux et des problèmes liés à l'industrie spatiale européenne en particulier. Vous êtes économiste du spatial et j'ai pas l'habitude de le faire, mais on va dater notre enregistrement. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 8 janvier 2025. Pourquoi ? Parce que c'est un domaine qui va extraordinairement vite et on va en parler dans les jours qui viennent. Il y a premier lancement de la fusée New Glenn de Jeff Bezos. On a ensuite un lancement du Starship d'Elon Musk. Enfin, il y a plein de rendez-vous. Et juste pour faire un peu le chauvinisme européen, on va le prochain lancement d'Ariane 6 est dans les mois qui viennent aussi. Et, ouais. Voilà, donc le retour du lanceur européen de souveraineté. Ben, c'est bien que vous disiez ça parce que je voulais vous faire réagir à une première chose. Cette première chose, c'est la publication il y a très peu de temps, c'était à la fin de l'année, du nombre de lancements réalisés dans le monde par pays. Alors, lancement États-Unis, 150 lancements, dont 134 Falcon 9 de Elon Musk. La Chine, 66. C'est, je crois, l'année la plus importante en termes de lancement. La Russie, 17. L'Europe, 3. Et les autres, c'est une quinzaine, dont le Japon, 5. L'Inde, 5. L'Iran, 4. Et la Nouvelle-Zélande, une en propre, parce qu'en fait, il y a des îles sur lesquelles on lance des fusées en Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce que vous inspire ce décompte ? Est-ce qu'on a changé de monde ? Alors, d'abord, je vais être clivant en direct, mais le nombre de lancements, pour moi, n'est pas une information très intéressante. D'abord parce que les électrons, par exemple, sont des tout petits lanceurs qui vont déployer 80 kg en orbite en moyenne à chaque lancement, là où les Falcon 9, avec le lancement Starlink, c'est plutôt 18 tonnes. Donc moi, en tant qu'économiste, la métrique du nombre de lancements est plutôt une métrique secondaire. Pour moi, la métrique la plus fondamentale, c'est le tonnage qu'on déploie en orbite basse, tout usage confondu. Et là, les chiffres sont encore plus frappants, si je peux me permettre, puisque donc on était bien sur un ordre de grandeur de déploiement en orbite basse de l'ordre de 400 tonnes. Ça, c'était l'espace d'avant. On mettait tous les ans 400 tonnes en orbite et ça représentait une grosse centaine de lancements. Et l'équilibre était 3 grandes puissances, la Russie, les États-Unis, la Chine, qui à eux seuls réalisaient 80% de ce tonnage. Et puis tous les autres acteurs de second rang, dont l'Europe, premier des petits, puis le Japon et l'Inde, qui réalisaient la suite. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est qu'on est passé donc de ces 400 tonnes de lancement moyen, ça c'était une base qu'on avait sur les 15 dernières années. Aujourd'hui, on est à 2400 tonnes. Ça, c'est le chiffre 2024. Donc tous ces lancements que vous m'évoquez aujourd'hui, ils ont déployé 2400 tonnes en orbite.
Donc on a toujours les 400 tonnes du business as usual, les 400 tonnes d'avant, elles sont toujours là. Et on a les 2000 tonnes, grosso modo, j'exagère un tout petit peu, des déploiements Starlink. Un seul acteur. C'est un seul acteur pour un seul usage. C'est ça qui est vraiment très très particulier. C'est ce qui n'était jamais arrivé avant. Encore une fois, toujours pour garder dans les ordres de grandeur. J'aime bien les ordres de grandeur. Et quand on parlait des fameuses 400 tonnes, en gros, on avait quoi? On avait moitié militaire, moitié civil. Dans le militaire, on avait 2/3 d'observation de la Terre. Alors c'est joliment dit, c'est de l'espionnage, c'est du tactique, d'accord? Et puis on avait 1/3 de télécommunications pour les militaires, donc notamment tout ce qui était support aux troupes, et puis toutes ces communications très complexes pour offrir une couverture totale pour les sous-marins sur les missions navales, les missions aériennes et ainsi de suite. Donc ça, c'était la partie militaire, avec deux obsessions. Le contrôle du théâtre des opérations et le contrôle des télécoms. Et puis on avait l'autre moitié, un peu moins de la moitié, c'était des activités spatiales civiles. Et là-dedans, le gros de la masse déployée, c'était pour le vol habité. En gros, 40 à 50% de la masse déployée au titre des activités civiles, c'était pour le vol habité. Une activité, donc à titre personnel, je ne sais toujours pas à quoi elle sert. Et puis il y avait le reste, c'est pour des activités très très utiles, notamment le climat, l'observation du climat, l'environnement, les télécommunications commerciales, alors la télé par satellite, l'Internet par satellite, ça se faisait aussi. Et puis, des activités qui étaient finalement de niche, même si c'était un peu au cœur du lancement du spatial au départ, la science, donc l'astronomie notamment, et puis un petit peu d'exploration robotique des planètes. Donc là, la nouveauté, ce sont ces 2000 tonnes qui ne servent qu'à une chose, la fourniture d'Internet par satellite. Donc en gros, un complément de la fibre et de la DSL. 2000 tonnes aujourd'hui sont déployées pour cet usage. Et ça représente aujourd'hui à peu près peut-être 5 à 6 millions d'abonnés au monde. C'est une révolution, mais c'est quand même un cas d'espèce. C'est très particulier, c'est unique. Alors, merci de nous éclairer tout de suite sur la donnée factuelle en tonnes. L'autre donnée qui est aussi factuelle, mais qui est sans doute beaucoup plus difficile à quantifier, c'est l'importance dans le public, dans le monde entier, du mot SpaceX, du nom Elon Musk et des promesses propagandistes qui sont faites aujourd'hui, et je dirais même d'une certaine humiliation vécue en Europe par les industriels européens, en tout cas qui semblent être en difficulté, avec l'idée que finalement ils ne l'ont pas vu venir, cet Elon Musk et ce SpaceX. Est-ce que SpaceX a vraiment inventé quelque chose de nouveau dans le spatial qui a créé cet énorme événement, cette révolution? Alors oui, sans aucun doute. Mais ce n'est pas l'innovation qu'on pense sur laquelle moi, je vais mettre l'accent. Moi, je viens de la finance et de l'industrie. Et quand on parle d'innovation au niveau de SpaceX, c'est plutôt une innovation dans la simplification. Ce n'est pas chez SpaceX qu'on va trouver les technologies les plus avancées. Il va simplifier la propulsion électrique en introduisant l'argon, qui est un gaz qui ne donne pas des performances exceptionnelles. Mais il va simplifier le design du système et il va surtout industrialiser. La vraie innovation, selon moi, d'Elon Musk et de SpaceX dans le spatial, ce n'est pas tant le réutilisable, on peut en parler, hein, ça c'est réutilisable, c'est intéressant, mais c'est plus la fabrication en grand volume, la fabrication en série, qui permet donc de radicalement abaisser le coût des systèmes. Et encore, parce que j'aime bien les ordres de grandeur, si on prend les satellites et qu'on les compare, c'est très très compliqué en fonction de la mission, ils sont gros, ils sont petits. En revanche, on va trouver des indicateurs forts que moi j'appelle des indicateurs d'intensité technologique. Et cette intensité technologique, elle a un coût. Autrement dit, et toujours pour prendre des exemples simples, peut-être simplistes, un satellite aujourd'hui, vous prenez un satellite comme le télescope Hubble. Eh bien, ce satellite, qui pèse de mémoire 12 ou 13 tonnes. Oui, c'est à peu près ça. D'accord ? C'est un satellite, au final, il a coûté, tout confondu, R&D et déploiement, presque 300 000 $ par kilo. Donc, une fois que vous avez mis ce satellite en orbite, votre facture, c'est pour chaque kilo de satellite, c'est 300 000 $.
Ordre de grandeur. Quand vous déployez un satellite géostationnaire commercial, type VHTS Connect, ce très grand satellite pour l'Internet par satellite qui a été déployé par Eutelsat il y a moins d'un an. Eh bien, ce satellite-là, ou peut-être un peu plus d'un an, il vaut à peu près 60 000 $ par kilo. Un satellite Starlink, ça vaut 1 000 $ par kilo. La révolution, elle est là. Mais pour avoir ce 1 000 $ par kilo, et je parle que de la fabrication du satellite et de son déploiement, pour avoir ce 1 000 $ par kilo, eh bien, on ne peut pas en fabriquer qu'un. Les règles des économies d'échelle, l'industrialisation, la fabrication en série, vous permet, parce que vous fabriquez énormément d'unités quasiment identiques du même produit, eh bien, au fur et à mesure que vous travaillez, que vous les livrez, eh bien, le coût moyen de chaque unité baisse. Donc le coût marginal est un coût marginal qui baisse en permanence, et cette baisse tendancielle du coût marginal vous permet d'atteindre des économies d'échelle conséquentes qui, sur le volume, vous permettent d'abaisser le produit. Si des Starlink, il en avait fait que 300, eh bien, il coûterait probablement 20 fois plus cher. Quelle est la part du réutilisable? Parce que vous dites, ça me paraît pas être important. Pourtant, ce qui a surpris tout le monde, et puis ce que tentent de faire les Européens pour le futur, c'est de réutiliser. On comprend bien l'importance. Économiquement, ça a du sens. Économiquement, ça a du sens quand il y a du volume. Et donc, en fait, on est bien sur un cercle vicieux ou cercle vertueux de réflexion. Si vous avez du volume, vous pouvez amortir votre lanceur réutilisable. Encore une fois, avec des exemples simples. Si on part du principe, on va regarder que le booster, puisqu'il n'y a que ça qui est réutilisable quand même. Le booster principal aujourd'hui du Falcon 9. Ce booster, il coûte en fabrication, à l'unité, sur les premières séries, ça tout le monde est d'accord là-dessus, parce que même Musk en parlait, ça coûte environ 30 millions de $. Donc si aujourd'hui, vous l'utilisez et vous le jetez, vous savez que cette partie-là de votre lancement vous coûte 30 millions. Si vous le faites atterrir, vous pouvez le réutiliser une fois. La deuxième fois, il vous coûte donc 2 fois 15 millions par lancement. C'est juste le coût de l'investissement, d'accord? Vous utilisez 20 fois, il vous coûte, alors je suis très mauvais en calcul mental, pour un économiste c'est inattendu, mais donc il vous coûte 30 millions divisé par 20. D'accord? En revanche, ça c'est possible, mais ça a un coût d'opportunité. Vous devez avoir des coûts de remise en état. Et puis vous perdez de la performance. Donc on sait que le Falcon 9 a une performance optimale de presque 23 tonnes en orbite basse, à condition de ne pas le récupérer. Et dans le meilleur des scénarios, en récupérant ce booster sur une barge, sa performance descend à 18 tonnes. Dans la moyenne, on constate que le gros des usagers de Falcon 9 ne réussit pas à remplir aussi bien la coiffe et va donc tourner autour d'une moyenne de 8 tonnes déployées pour chaque lancement. Et donc, quand vous faites atterrir votre booster sur une barge, il vous faut la barge. Et puis quand vous allez récupérer les coiffes dans la mer, il vous faut des gens. Donc on se rend compte en fait que sur le schéma de réutilisation, on a sur la durée un abaissement significatif des coûts fixes. En fait, on transforme un coût variable qui était le lanceur perdu en coût fixe qu'on amortit. Donc ça a un impact économique significatif. Et plus on réutilise ce booster, plus on va gagner en coût fixe. En revanche, on a des inconnus. On sait que chez Musk, chez SpaceX, ils sont aujourd'hui 13 000 employés. Combien d'employés sont affectés à la remise en état, à l'entretien et aux opérations du Falcon 9? Ça a un coût. On sait aussi que les employés de SpaceX sont payés, excuse my French, en monnaie de singe, puisqu'une partie de leur salaire n'est jamais versée, puisqu'on leur donne des actions gratuites. Ce sont donc les investisseurs qui rachètent des actions SpaceX parce qu'ils sont tous très attachés à investir dans cette société qui finissent par payer les salaires. Mais ces salaires n'étant pas payés par l'entreprise, ça permet encore d'abaisser de façon mécanique les coûts d'opération. Aujourd'hui, j'ai trituré le système dans tous les sens avec énormément d'hypothèses. Moi, je suis arrivé à la conclusion que globalement, aujourd'hui, avec une grosse centaine de lancements par an, chaque lancement de Falcon 9 revient à l'entreprise entre 25 et 28 millions de $. Et là, on est dans un tarif qui est aujourd'hui incroyablement bas. Mais s'il ne lançait que 40 fois, ça lui coûterait 70 millions par lancement. Donc, ces grands nombres sont importants. C'est très important. Et alors, je voudrais qu'on parle de l'offre. L'offre, c'est Starlink. Starlink, c'est une constellation, on peut dire super constellation, je ne sais pas, de petits satellites en orbite basse. De moins en moins petit. La génération qui sera déployée par le Starship, c'est 2 tonnes.
Ah oui, c'est beaucoup. Mais en tout cas, ça ne l'est pas pour l'instant. Non. Pour l'instant, c'est des grappes de 60 satellites qui partent 1 à 2 fois par semaine. Je vous corrige. Je vous en Désolé. prie, vous êtes là Donc pour la ça. première génération, 250 kilos par satellite. Et du coup, ils en lançaient 1 millier par an. Et tout le monde a parlé, c'est la révolution. Vous avez entendu parler de la Small Sat Revolution. C'est le truc dont tout le monde se gossait et se gargarisait il y a des années. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y avait tous ces Starlink qui partaient et c'était 250 kilos. Puis il est passé à 300 kilos, puis 330. Aujourd'hui, c'est 800 et ils sont déployés par groupe de 20. D'accord. Parce qu'en fait, ils se rendent compte qu'il a besoin de plus de puissance sur ces satellites pour que son service soit bon, pour que les taux de débit en downlink et en uplink soient suffisants, pour que les clients restent intéressés et pour que la connectivité de la parabole soit simplifiée, pour que le segment sol ne soit pas trop rustique, donc trop cher pour l'utilisateur. Il faut énormément de puissance en orbite, il faut beaucoup de capacité. Et donc cette puissance, il l'obtient en augmentant la taille de ces satellites pour avoir des antennes plus grosses, une puissance plus forte. Donc la tendance aujourd'hui, c'est la fin du petit satellite, c'est à nouveau les gros satellites. Et la nouveauté, c'est qu'ils sont en orbite basse, alors qu'avant, les très gros étaient surtout en orbite géostationnaire. Et la promesse du service, c'est de pouvoir relier les utilisateurs au sol avec une latence, c'est-à-dire un temps extrêmement rapide, où que vous soyez à la surface du globe, sauf que le globe, c'est quand même 2 tiers d'eau, et puis qu'il y a une grande partie du globe qui n'a pas les moyens de se payer ces services. Aujourd'hui, les clients sont où ? Et est-ce que, quand on lit dans la propagande, je ne sais pas, mais en tout cas, l'idée que 3 milliards de personnes ne sont pas connectées à Internet, est-ce qu'il y a potentiellement 3 milliards de clients ? Donc non, absolument pas. Donc des consultants se sont intéressés à la question et on sait aujourd'hui qu'il y a un abonnement Starlink qui est vendu à un prix fort. Donc la moyenne du prix payé... Alors là, on parle des abonnements pour les foyers, pour les usagers, les citoyens, les gens comme vous et moi, parce qu'il y a aussi une offre Starlink qui est dédiée aux professionnels, notamment les antennes sur les avions, pour la connectivité des avions, et puis les antennes sur les bateaux, et puis les zones très isolées, etc. Ça, on le met sur le côté, d'autant que dans la recette globale Starlink, même si ces abonnements sont beaucoup plus chers, le nombre maximum d'abonnés potentiels est tellement faible au regard de la population humaine non connectée, les fameux, que de toute façon, les gros chiffres, les fameux 30 milliards que Musk veut obtenir avec les recettes Starlink pour financer son projet martien, c'est ça le chiffre qu'il dit. Il faut que Starlink rapporte 30 milliards par an pour pouvoir financer les ambitions martiennes de SpaceX. Ben, ces 30 milliards, il ne les trouvera pas avec les avions. Parce que des avions, une fois que vous avez équipé les 30 000 avions qui volent, ça s'arrête là. Une fois que vous avez équipé les 30 000 bateaux qui sont susceptibles d'embarquer Starlink. Donc les gens payent en moyenne entre 1 500 et 1 700 $ par an aux États-Unis pour l'abonnement Starlink. Ça, c'est ce qui finance le déploiement de la constellation. Et plus il a de demandes à ce tarif-là, plus il lance de capacités en orbite. Il va donc dimensionner la constellation pour répondre à son bassin principal de clients, qui représente aujourd'hui entre 50 et 60% des abonnés. Ils sont tous localisés sur le territoire des États-Unis. Partout ailleurs, cette capacité, elle est disponible, mais elle est inexploitée. Elle est inexploitée, comme vous le disiez, parce que c'est l'océan, donc il n'y a pas grand monde pour utiliser cette capacité. Elle est aussi inexploitée parce qu'il n'a pas les autorisations d'exploiter. Donc ça, c'est le cas, par exemple, sur la Chine, c'est le cas en Russie, d'accord ? Et parce qu'il a la clé, peut-être aussi. C'est pas tant la clé, parce que lui, son objectif, potentiellement, c'est de vendre à tout le monde son service. C'est pas la clé, mais quand il y a une guerre, comme on a pu voir le déploiement et le discours d'Elon Musk autour de ce qui se passe donc entre la Russie et l'Ukraine, on voit bien que c'est un outil qui a un sens. Là, vous touchez à autre chose. Selon moi, ce sont deux choses différentes, puisqu'il y a la dimension géostratégique de ce que cette constellation permet de faire, comme on l'a vu en Ukraine, et il y a la dimension purement économique et commerciale du projet. Ce sont deux choses très différentes, puisque les deux aujourd'hui s'alimentent. Parfois, c'est compliqué, puisqu'en fait, avec SpaceX et Starlink, on doit toujours raisonner autrement. Moi, j'ai pris des habitudes, ça fait 30 ans que je suis dans le spatial, et puis d'un seul coup, mon monde change. En quelques années, ça n'a pas bougé. Pendant 30 ans, le spatial n'a quasiment pas bougé. Alors oui, il y a eu des innovations techniques, l'introduction de la propulsion électrique, ce genre de choses. Mais les ordres de grandeur, l'économie du spatial, le type de client, le type d'interaction qu'on avait, tout ça a été figé. Là, avec Starlink, ça change beaucoup. Donc, il y a deux dimensions. Il y a le géostratégique, et franchement, il faut parler à des gens comme Pasco
pour cette dimension-là. C'est ce que nous avons fait. Oui. Je sais, c'est pour ça que je cite. En revanche, sur l'économique, la particularité, elle est bien sûr cette constellation qui se déploie et qui rend disponible sur la totalité du point du globe une bande passante aujourd'hui énorme. D'accord ? Et la réalité que très peu de gens sont en mesure d'accéder à cette bande passante pour des raisons économiques. Et c'est pour ça que si vous regardez les tarifs de Starlink dans le monde, aujourd'hui en France, on s'abonne à Starlink à 40 € par mois. Oui. C'est donc ce qu'on appelle en fait un tarif d'opportunité. Starlink est dans les réalités dans une situation de monopole. Et en termes industriels, l'objectif de Musk, c'est de faire en sorte que son bassin de clientèle principal finance l'équilibre avec un tarif un peu prédateur. Mais c'est des gens qui n'ont pas d'autre choix. Moi, j'aime beaucoup dire que Starlink aujourd'hui a bien fonctionné parce que la politique de déploiement de la bande passante, du broadband aux États-Unis a été complètement nulle. Si on avait eu la même politique en France, on n'aurait pas la fibre, un peu comme on l'a partout, on n'aurait pas des antennes 4G, on n'aurait pas une bonne couverture du territoire. Il reste des zones blanches. Ces zones blanches, normalement, devraient donner des opportunités de revenus occasionnels. Alors, la concurrence, elle arrive. Dans quelques jours, on a un premier lancement d'une fusée donc, du concurrent potentiel d'Elon Musk et Jeff Bezos, avec Origin. Mais Jeff Bezos, c'est plus Amazon. Donc, Blue Origin, c'est Jeff Bezos. Oui. Et Kuiper, c'est Amazon. Alors Amazon appartient en grande partie à Jeff Bezos, mais il n'est plus aux manettes. Donc on ne peut pas... C'est pas complètement la même chose. Mais... Malheureusement, non. D'ailleurs, du point de vue économique, ça change énormément. Je me suis désolé, je vous reprends. Non, je vous en prie, absolument, c'est pour éclaircir les choses. Dans le système Starlink, une des trouvailles, je vous disais, si un Falcon 9 coûte 28 millions à lancer, tout compris, quand on en lance une centaine, ces 28 millions, c'est ce que, en comptabilité, je vais charger sur mon investissement Starlink. Ce n'est pas les 67 ou 70 millions que SpaceX vend son lancement à un tiers. D'ailleurs, quand ils ont lancé les OneWeb, eh bien, le tarif de lancement OneWeb, c'était le tarif commercial Falcon 9, qui est donc le double de ce que coûterait le lanceur en vrai. À partir de là, si moi je prends Starlink et je mets des coûts de lancement qui sont le coût de lancement commercial du Falcon 9, eh bien Starlink est insoutenable financièrement. Ça ne peut pas tenir. Il faut à un moment donné avoir un lanceur extrêmement pas cher pour que l'équation économique d'un système comme Starlink fonctionne. Il faut donc beaucoup de volume, il faut beaucoup de gens prêts à acheter le service, des millions et pas des centaines de mille, et il faut accéder à un système de lancement qui vous permet donc d'arriver à une réduction significative du coût de l'infrastructure. Et donc, cette équation-là, aujourd'hui, Kuiper ne peut pas l'atteindre, justement parce qu'ils n'ont pas de lanceur dédié qui pourrait atteindre la cadence requise pour abaisser suffisamment le coût de lancement et finalement avoir une rentabilité qui lui permettrait d'être compétitif face à Starlink. Donc moi, je suis convaincu, après, on me détrompera peut-être, hein, mais que Kuiper, compte tenu de la dimension du système, 3200 satellites, compte tenu du rythme de déploiement qui va être de quelques milliers de satellites par an, et compte tenu du fait qu'il va devoir payer le prix fort du lancement, comme ils ont fait, tous les lanceurs qu'ils ont réservés aujourd'hui coûtent au moins 2,5 fois ce que coûte à Starlink le Falcon 9. Autrement dit, pour moi, l'équation économique Kuiper, elle est insensée. Et je pense que c'est une erreur de jugement. Je pense que c'est un choix stratégique chez Amazon qui liait plus à de l'orgueil, à une volonté de faire aussi bien, ou alors à un pari sur l'avenir qui est que sur la première constellation, on perd de l'argent, la première génération, et qu'ensuite on développe peu à peu un système intégré capable de réaliser les mêmes gains d'échelle que le système Starlink, et que donc ensuite ils vont gagner de l'argent. D'ailleurs, Starlink, c'était pareil. Sur les premiers lancements Starlink, comme il n'y avait pas une cadence de 100, moi je l'avais fait ce travail en 2020. J'avais calculé ce que coûtait le Falcon 9 réutilisable, et on était à un tarif plutôt qui était de l'ordre de 62 millions par lancement. À ce tarif-là, les premiers Starlink étaient déployés à perte. Pour aller au bout du système Starlink et de SpaceX, avant de parler d'économie spatiale de façon plus large, est-ce que je dirais, cette entreprise peut échouer ? Est-ce qu'il peut y avoir un échec total ? C'est-à-dire, on sent bien la course. Hein. Il est son principal client, il utilise l'ensemble de son système, il maîtrise toute la chaîne, de plus en plus gros, plus d'offres.
est-ce qu'un jour ça peut s'effondrer? Et est-ce qu'on a des indicateurs économiques qui disent, bah voilà, j'ai lu qu'il y avait, je crois, 1 milliard de déficit sur Starlink il y a 2 ans, 500 millions l'année dernière. Peut-être est-il à l'équilibre. Est-ce que tout ça peut s'effondrer? C'est compliqué parce que donc l'entreprise de SpaceX ne publie pas ses comptes. Et elle est enregistrée dans le Delaware, donc elle n'a même pas des obligations minimales. Donc il n'y a que l'administration fiscale des États-Unis qui connaît la situation financière de l'entreprise SpaceX. L'autre complication, elle est liée au fait que SpaceX, c'est plusieurs lignes de business. Donc Starlink, c'est la plus grosse. Selon mes estimations, qui valent ce qu'elles valent, je me considère quand même un expert renseigné, ça représente à peu près, Starlink seul, 5,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires, donc de recettes, sur les abonnements en 2024. Et compte tenu de la croissance du nombre d'abonnés, compte tenu de la quantité d'antennes qu'il fabrique, puisqu'aujourd'hui l'usine qui fabrique les antennes Starlink, elle serait capable de sortir 4 millions de nouvelles antennes tous les ans. Ça vous indique aussi quel est le taux de croissance qu'anticipe l'entreprise. Encore il y a 1 an et demi, l'entreprise, elle sortait 1 million d'antennes par an. Et ce qui est incroyable, c'est que donc ces antennes, si on en croit toujours les déclarations de l'entreprise, qui pourrait mentir comme un arracheur de dents, encore une fois, il y a beaucoup de gens qui surveillent ce qui se passe, donc on pense que ces informations sont crédibles. Mais à la différence, par exemple, de Viasat, qui, quand dans leur rapport d'activité, ils disent nous avons 200 000 abonnés broadband, si c'est un mensonge, ils vont payer des énormes amendes. SpaceX peut littéralement raconter ce qu'il veut. Tous les gens de SpaceX peuvent raconter ce qu'ils veulent. Alors c'est difficile d'affabuler. Ils ne sont pas en bourse. Ils ne sont pas en bourse. Ils ne sont pas en bourse et ils n'ont aucune obligation de transparence envers qui que ce soit. Cela dit donc, l'entreprise de SpaceX est aujourd'hui une entreprise qui a la ligne de business Starlink, la ligne de business lancement, qui rapporte, hors lancement Starlink, 2,5 milliards en 2024. Grosso modo, ça c'est facile de faire l'évaluation. Donc 2,5 milliards aussi pour un ordre de grandeur, c'est 2 fois et demi ce que faisait le chiffre d'affaires d'Ariane Espace à l'époque où Ariane Espace était le leader mondial du lancement commercial, d'accord? Et puis ils ont le business pour la NASA avec donc l'atterrisseur lunaire, le projet HLS, et puis la desserte de la station spatiale avec le Crew Dragon et le Cargo Dragon. Ce business aussi, il est très difficile à quantifier puisque donc aujourd'hui, on n'a plus d'informations sur ces contrats puisque la NASA ne publie plus ces chiffres. Donc il y a eu aussi un shift. Donc on est dans un schéma très compliqué. Malgré tout, est-ce que l'entreprise peut s'effondrer? Pour moi, il est un peu too big to fail aujourd'hui. Donc la NASA a énormément de rigidité. Ils ne peuvent plus se passer de SpaceX sur énormément de choses. Le NRO, le DoD non plus. Aujourd'hui, SpaceX, après avoir bataillé pour être considéré comme ULA dans les appels d'offres du département de la Défense américain et du service de renseignement américain pour le déploiement juteux de tous ces satellites dont je parlais au début, tactiques et de communication pour les militaires et le renseignement. Aujourd'hui, SpaceX gagne tous ces appels d'offres les uns après les autres. À des tarifs d'ailleurs qui finissent par baisser. Au début, il gagnait en étant à peine moins cher qu'ULA, c'est-à-dire en affichant des tarifs à 150, 170 millions par tir. D'ailleurs, les analystes étaient surpris. On dit, si ça te coûte si peu cher, pourquoi tu es si cher? D'ailleurs, juste une incise, quand on dit que SpaceX abaisse le prix de lancement, c'est faux. Nous, on constate que le prix de lancement pour les clients hors SpaceX n'a quasiment pas bougé depuis l'introduction de Falcon 9. Il s'est positionné juste en dessous de tous ses concurrents. Mais il n'a rien changé en termes d'ordre de grandeur. Donc aujourd'hui, il est là. Il est quasiment impossible à déloger. Et je pense que son système est fonctionnel. Donc il ne peut pas s'écrouler tant que les abonnés Starlink augmentent année après année. Puisque sans vouloir rentrer dans des détails comptables complexes, mais quand on modélise financièrement Starlink, le système Starlink, on se rend compte que c'est un système dans lequel il finance un déploiement d'infrastructures en croissance permanente. Et c'est, je touche aujourd'hui les abonnements, j'en toucherai plus demain, et j'amortis mes coûts après-demain. C'est un peu compliqué, il y a beaucoup de trouvailles comptables là-dedans sur le fait que, par exemple, je vous donne un exemple. Les boosters qui servent à mettre en orbite les satellites Starlink ont une durée de vie moyenne de moins de 3 ans pour 22 à 23 utilisations aujourd'hui en fin de vie. C'est vachement bien, d'accord? Mais grâce au système Starlink, il les amortit sur 5 ans, c'est-à-dire la durée de vie des Starlink. Du point de vue comptable, ça a l'air, pour les gens qui ne font pas de comptabilité, ça peut paraître un peu abscon. Mais si je peux amortir un investissement sur 6 ans au lieu que 5 ans,
eh bien, il me coûte littéralement beaucoup moins cher tous les ans. Si je peux pousser à 7 ans. Donc aujourd'hui, le booster, il le prend, il le jette après 3 ans, mais il ne le paye que sur 5 ans. Donc les 2 dernières années, c'est comme si le booster était gratuit. Mais ça suppose qu'il déploie de plus en plus de capacités et que le taux d'acquisition de clients ne fait qu'augmenter, ce qui fait qu'il touche des recettes très vite et il ne paye les coûts que plus tard, quand ces recettes ont encore augmenté. Si ça baisse, quand on fait un point d'inflexion, eh bien le système grippe. Et les recettes ne suffisent plus à couvrir les déploiements. Merci d'avoir décrit ce système. Moi, je suis désolé, c'est un peu... Non, mais c'est très bien que vous le fassiez parce que on se rend compte dans quel état de sidération les Européens ont pu être. Aussi, lorsque tout d'un coup, un monde s'est complètement effondré, vous l'avez parlé, on était les premiers à lancer, je dirais, des satellites... On a eu l'échec de la navette spatiale pour des questions de réutilisation aussi. Inverse cette fois-ci. Dans quel état aujourd'hui les Européens sont-ils? Comment regardent-ils ce qui se passe aux États-Unis avec un Elon Musk qui est devenu, pour le compte, extraordinairement proche du futur président élu et qui semble aujourd'hui intouchable et en tout cas capable de dissimuler tout ce qu'il veut et de faire de la propagande sans complexe. Est-ce qu'on a une capacité de réaction ou est-ce que finalement on ne parle pas de la même chose et que nous devons continuer, je dirais, notre petit bonhomme de chemin en sachant que c'est mieux que ça coûte moins cher, que ça serait bien que ça soit réutilisable, que ça serait bien aussi qu'on soit autonome dans nos capacités d'accès et dans nos capacités de communication avec nos outils, ce qui semble se mettre en place avec la Commission européenne, etc. Est-ce que, votre réflexion sur le sujet, comment vous sentez aujourd'hui vos interlocuteurs européens? Donc, les interlocuteurs qu'on a, nous, c'est d'un côté l'industrie. Donc, moi, je travaille pour une fédération industrielle. Donc, c'est une association et les industriels nous financent et on travaille avec eux à essayer de comprendre ce qui leur arrive et puis de les aider à travailler collectivement sur des problématiques qui leur sont communes. Un peu psy, quoi. Alors non, on ne fait pas du psy. Nous, c'est de l'intermédiation institutionnelle, ce qu'on fait. D'accord? Et puis, bien sûr, on parle avec les institutions. Et donc, les gens qui font la politique spatiale, cette politique spatiale, très concrètement, pour nous, elle se traduit en programme, en appel d'offres, en budget et en recettes pour une industrie qui a des savoir-faire, qui paye des salaires et qui a des capacités industrielles connues ou reconnues. Et là, on a quand même... Il y a 2 éléments qui me viennent à l'esprit. Il y a sidération et fascination. Les 2 sont parfois liés. On a tous été sidérés lorsque le premier Falcon 9, je ne parle même pas de la réutilisation, lorsque le premier Falcon 9, le tout premier, a rejoint l'orbite avec succès sur son vol inaugural, j'avoue, mes collègues de l'industrie, en particulier l'industrie du lanceur, étaient littéralement sur le cul. Ils n'y croyaient pas. Moi, j'étais entouré d'ingénieurs. Je suis économiste, mais je baigne au milieu des ingénieurs. Et des ingénieurs qui sont en général à fond sur leurs compétences. Ces gens me disaient, ce lanceur, il est mal conçu. Ce lanceur, il est peu efficace. Le clustering de moteurs, c'est pas bon. C'est peu performant. Donc, des ingénieurs qui réfléchissaient sur des systèmes optimisés au maximum sur la performance. Et le Falcon est un lanceur bourrin, je suis désolé de le dire comme ça, mais efficace. Et quand il a fait son premier lancement réussi, et qu'on a découvert après coup qu'il y avait eu une défaillance de moteur, il y a une défaillance de moteur sur Ariane 5, le lanceur ne décolle pas. Et là, les 8 autres moteurs avaient pu compenser en poussée, en contrôle d'attitude et sur tous les éléments fondamentaux du fonctionnement du lanceur. Donc là-dessus, il y avait eu une vraie sidération. Quand il a fait atterrir les premiers lanceurs et les premiers boosters, et surtout donc, ce fameux lancement de Falcon Heavy, où les 2 boosters ont atterri en quasi-synchronisation l'un à côté de l'autre, là honnêtement tout le monde était impressionné. Et quand finalement sur l'IFT5, il a récupéré l'énorme booster dans son fameux Mechazilla, clairement on se rend compte que du point de vue de la réalisation technique, il y a quelque chose que personne n'avait réussi à faire. Et donc aujourd'hui, on est fasciné. Et on dit, faut faire pareil. En revanche, là, moi qui suis économiste, j'invite à une réflexion. C'est intéressant uniquement si je lance plus de 20-30 fois par an d'avoir un lanceur réutilisable. Donc on pourrait dire, finalement, le lanceur réutilisable, c'est intéressant
Mais pour que ce soit intéressant pour les Européens, il faudrait qu'on mutualise notre lanceur avec les Indiens, avec les Japonais, pourquoi pas avec les Israéliens, pour avoir suffisamment de demandes en Europe pour lui donner du grain à moudre. Mais c'est pas ce qu'on voit, puisqu'en fait, on voit aujourd'hui plein de lanceurs qui se préparent. Et toujours pas de demande. Et toujours pas de demande. Alors voilà, je veux qu'on arrive tout de suite, si vous voulez bien, Pierre. C'est le cœur du problème. Voilà, je voudrais qu'on arrive effectivement à ce qu'on appelle, je dirais, l'économie spatiale. L'économie spatiale, c'est un marché, c'est une offre, une demande. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire, parce que les chiffres sont totalement surréaliste. Qu'on voit aujourd'hui. Vous parlez du chiffre de 1000 milliards de dollars, le fameux trillion de dollars Space Economy. On voit une espèce qui, moi, me donne de l'urticaire. Je le mets en contexte, hein, c'est-à-dire, on voit aujourd'hui, mais c'est un domaine absolument fascinant. Regardez les coûts de lancement ont baissé, vous dites que non. Alors, le coût de lancement, oui, pas les prix. Pas les coûts. Et on lit, mais c'est un marché extraordinaire. Demain, tout le monde sera dans l'espace. L'espace, c'est dans toutes les entreprises, c'est incontournable, etc. Et le marché à conquérir, entre guillemets, c'est vraiment les mots de la conquête spatiale. Notre président parle de conquête spatiale toujours. Hein. C'est d'ailleurs assez intéressant. C'est un peu le côté Far West, quoi. Il y a 1000 milliards de dollars à décrocher et à partager. C'est en gros l'idée. C'est pas l'idée, c'est ce qui se dit aussi dans certains cénacles politiques. Quelle est la réalité de cela aujourd'hui? Est-ce qu'on est capable de considérer ce qu'est ce marché? Et puis ensuite, on parlera d'offres et de demandes. En fait, on mélange un peu tout. Donc, le spatial, je vais essayer de ne pas être trop long. L'espace, c'est le secteur spatial, il est fournisseur d'infrastructures, comme une autoroute, un pont, un chemin de fer, un réseau de télécommunications. Donc cette infrastructure, c'est donc un bien d'investissement, ce n'est pas un bien de consommation. Et cette infrastructure, elle rend des services. Et ces services vont être marchands, Starlink, c'est des trucs que les gens vont acheter, c'est payant, mais la plupart des services rendus par l'infrastructure spatiale sont gratuits. Quand Claudie Aigneret part en orbite, c'est du spatial, elle utilise l'infrastructure. Je ne sais pas très bien quel est le service rendu par le cosmonaute, mais c'est gratuit pour les... Enfin, gratuit. Le cosmonaute ne paye pas pour y aller. Quand vous avez le signal GPS, GNSS sur votre smartphone, ce signal, il est gratuit. Il arrive des satellites en orbite, et puis vous ne le payez pas. L'infrastructure a été financée, et ce service vous est donné gratuitement. Quand nos militaires utilisent les satellites d'observation tactique pour avoir une information avancée sur ce qui les attend sur le théâtre des opérations, eh bien, ce service, le militaire, il ne va pas le payer. Il ne va pas payer chaque image qu'il télécharge sur son terminal. Ce service est gratuit. C'est un service public. Depuis Thatcher, Reagan et la montée du libéralisme dans les grandes politiques européennes, qu'on soit pour ou contre, la notion de service public s'est un peu effacée. Et on a besoin de justifier les investissements dans les services publics par des mesures managériales et de rentabilité. À partir de là, on a commencé à créer la notion qu'il y avait des chaînes de valeur ajoutées sur l'activité du spatial. Et donc on va nous dire, vous voyez, on lance des satellites GPS, le signal GPS existe, et puis tout le monde finalement a un terminal GPS dans la poche, y compris pourquoi pas une montre connectée, etc. Et du coup on va prendre le chiffre d'affaires généré par la totalité de ces terminaux, on va dire, vous voyez, ça fait de la croissance. Et d'ailleurs, dans ce fameux chiffre de l'économie du spatial à plusieurs milliards de dollars, la grosse partie, ce sont les terminaux GNSS, c'est-à-dire l'antenne de réception du signal satellite que vous avez dans vos téléphones, qui est valorisée par les consultants qui font ce boulot de façon un peu luxueuse, on va dire, à 25 ou 30 euros pièce. En réalité, ça vaut plutôt 4, mais ça permet de faire un plus gros chiffre. Puisque l'obsession est toujours aujourd'hui de justifier par un raisonnement marchand l'investissement public, parce que c'est devenu plus difficile à justifier vers les politiques, uniquement en parlant de services rendus. Mais si on commençait à faire ça avec les satellites militaires, je ne sais pas où on irait. Donc, il y a un biais. Je prends l'autre exemple intéressant, c'est celui de la télé par satellite. La télé par satellite qui s'est développée dans les années 90, ça a été démontré par un chercheur à l'époque, je me rappelle ce rapport de la documentation française, c'est Jean-Charles Paracuelos. Il avait écrit « Les clés de l'économie de la télévision numérique ». Et lui, il avait regardé ce que ça coûtait de faire une chaîne de télé. Une chaîne de télé, c'est quoi? C'est quelqu'un qui achète des contenus et qui les diffuse. Et dans l'économie d'une chaîne de télé, à l'époque des années 80, où on avait 3 chaînes de télé en France, 4, dont une privée, 3 publiques, et on recevait la télé par le canal hertzien,
Eh bien, les chaînes de télé, la diffusion par le hertzien, ça coûtait une blinde. Ça représentait plus de la moitié des coûts de fonctionnement d'une chaîne de télé. D'accord ? Et c'était beaucoup. Le satellite a transformé radicalement cette économie. D'ailleurs, c'est avec la télé par satellite que sont nées toutes ces chaînes du privé. Le satellite et le câble ensemble ont permis de renverser l'équation économique des chaînes de télé. Et du coup, la diffusion, c'était plus que 10-15% des coûts d'une chaîne. Autrement dit, on pouvait avoir du contenu pas cher, une diffusion pas chère, et puis faire des télés comme AB Télévision, par exemple, à l'époque, ils étaient un peu en pointe là-dessus. Et alors, ce n'était pas forcément de la super télé, ça dépend des points de vue, mais la diversité s'est créée parce que cet abaissement a existé. Donc aujourd'hui, le satellite a renversé certaines choses. Mais je voulais terminer là-dessus quand même. Aujourd'hui, quand on regarde les recettes générées par la télé par satellite et qu'on met ça dans le chiffre de la Space Economy, on regarde uniquement les recettes de la télé payante. Pourquoi ? Parce que celles-là, on sait les mesurer. Donc on voit qu'il y a 120 millions d'abonnés qui payent peut-être 20 € par mois pour accéder à Canal+, par satellite, à Sky TV, à EchoStar et ainsi de suite. Et c'est ce chiffre qu'on met au regard de l'économie du spatial. Mais on oublie que 60% des chaînes transportées par le satellite sont des chaînes gratuites, soit parce qu'elles sont publiques, soit parce qu'elles sont financées par la publicité, soit un peu des deux. Et ce chiffre, on ne le compte pas. Donc, ce chiffre de la Space Economy, pour moi, il ne veut pas dire grand-chose. D'abord, donc, 80% de ce chiffre, c'est des revenus, comme ce que je vous disais, les récepteurs GNSS que vous avez dans vos téléphones, la télé payante par satellite, un petit peu d'applications type Waze. Alors, on ne sait pas très bien comment on valorise ça là-dedans. Ça, c'est 80% du chiffre. Le reste, c'est le coût du satellite et du lanceur. Mon industrie à moi, celle que je représente, celle qui me paye tous les mois, elle fabrique des satellites et des lanceurs. Et eux, ce qui les intéresse, c'est de vendre des satellites et des lanceurs et de faire du profit en se faisant. Et ces satellites, juste je termine, eh bien aujourd'hui, qui les achète ? C'est d'abord la puissance publique, avec des programmes comme Galileo en Europe, comme l'Observatoire Gaïa, comme... C'est ça le marché. Donc le système n'a pas changé. C'est toujours moi, le public qui paye. Pour moi, ce système n'a pas vraiment changé, si ce n'est qu'aujourd'hui, un opérateur qui s'appelle SpaceX fabrique pour lui-même la plus grosse quantité de satellites jamais fabriqués au monde tous les ans et les déploie parce qu'il a trouvé la martingale économique qui permet, et qu'il a fait du bon travail, hein, les satellites Starlink font du bon boulot, les gens qui sont abonnés à Starlink trouvent que ça marche hyper bien, donc je ne veux surtout pas casser du sucre sur l'eau, et son lanceur réutilisable lui permet de réaliser cette martingale économique. Mais c'est un cas d'espèce. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Agence spatiale européenne ou le CNES a besoin de Starlink ? Et est-ce qu'il serait légitime que eux, d'un seul coup, au lieu de commander un satellite ou 4 satellites pour la petite constellation S1, je crois qu'il y en avait 2 ou 4, je ne me rappelle plus, d'accord, avec la DGA, est-ce que d'un seul coup, sous prétexte qu'ils sont 10 fois moins chers, on va en commander 10 fois plus ? Si demain ils sont d'1 fois moins chers, ils en commanderont toujours autant, et puis nos industriels vont licencier, ce qui peut être tout à fait légitime, hein, c'est peut-être une fin de cycle, d'accord ? Mais si on veut d'un seul coup singer le système Starlink pour des applications de souveraineté, on ne voit pas très bien qu'est-ce qu'on va faire. Mais pour à revenir aux 1000 milliards, le fantasme des 1000 milliards, c'est celui de Elon Musk et des gens qui considèrent aujourd'hui qu'il y aura de la demande à hauteur de 1000 milliards. Pour des services commerciaux. Mais il n'y a pas de demande. Dans ces 1000 milliards, la projection, il y a à peu près 100 milliards. Alors, je fais de tête, hein, ces chiffres, je les avais regardés avec attention. C'est Morgan Stanley qui a sorti ça. Mais de tête, il y a 100 milliards. On pense que donc d'ici la fin de 2040, grosso modo, il va y avoir 100 milliards de chiffres d'affaires associés au système Starlink et concurrents. Aujourd'hui, je vous l'avais dit, c'est à peu près 6 milliards ce business-là. Eh bien, on pense que ça sera 100 milliards. Mais les gens de Morgan Stanley, ils disent la croissance des satellites, du nombre de satellites et de la valeur des satellites qui permettent de fournir cette infrastructure, elle est quasiment inexistante. Et ce système, il existe uniquement si les lanceurs qu'on met en œuvre pour déployer cette infrastructure, ils sont, eux, 10, 15, 20 fois moins chers qu'aujourd'hui. J'ai bien compris. Donc, encore une fois, si moi je suis industriel du lanceur, c'est un peu comme de passer de la haute cuisine. À Paris, vous pouvez acheter des burgers maintenant dans n'importe quelle brasserie et vous les payez entre 15 et 20 euros. Puis vous allez chez McDo et c'est 4. Bon. Eh bien, est-ce que moi, je suis quelqu'un qui fait du McDo et du coup, demain, je ne fais plus du burger à 20 euros,
j'en fais à 4 et j'espère en vendre 5 fois plus. Si j'ai 5 fois plus de clients viandards qui viennent manger du burger, eh bien mon système marche. Si je suis capable de transformer mon outil pour les faire à 4 €, donc je fais de la viande de moins de bonne qualité, je les fais un peu plus vite, mon pain est industriel. Voilà. C'est ça aujourd'hui le paradigme qui change. Vous comprenez bien, Pierre Lionnier, que cette promesse d'Eldorado de marché alimente aussi l'idée qu'il y a de la place pour plein d'entreprises. Ce qu'on appelle les startups, qu'on voit aux États-Unis avec des succès plus ou moins bizarres, c'est le moins qu'on puisse dire. Certaines naissent, échouent au lancement, mettent la clé sous la porte, les dirigeants partent avec des sous, sont financés. En France, en Europe, et restons sur la France, on a France 2030, donc un grand programme pour aider à ce qu'émerge, dit-on, l'Elon Musk européen ou français. On a pu compter l'an dernier, par exemple, pratiquement une start-up par jour inscrite dans le domaine spatial auprès du CNES. C'est les chiffres qui m'ont été donnés par le CNES. Non, alors, on m'a dit une start-up par jour. En tout cas, bref, beaucoup de start-up, beaucoup d'argent. Ouais. Est-ce que ça veut dire que là aussi c'est une illusion? Est-ce que ça veut dire qu'il y aura beaucoup de dégâts? Est-ce que ça veut dire qu'on fait fausse route? Alors, c'est un parti pris. Donc, ça s'enracine sur des idées de théorie économique. C'est la disruption, l'entrepreneur schumpeterien, l'innovation destructrice, etc. Pourquoi pas? Encore une fois, on ne peut pas déterminer aujourd'hui si quelqu'un qui arrive avec une idée industrielle, avec un potentiel de marché dans la tête, on ne peut pas dire lui il fait fausse route ou lui il est bon. Donc, moi je ne suis pas contre l'idée d'un système qui dit finalement, bon, si vous avez des bonnes idées, comme d'autres, on va vous aider à les réaliser. Puisqu'il ne faut pas se voiler la face. Quand on fait un lanceur comme Ariane 6, le gros de la recherche-développement pour la réalisation du système, l'amélioration des propulsions, etc., elle est financée par la puissance publique. Et historiquement, le secteur spatial, dans le monde entier, a vu sa R&D financée par la puissance publique. Autrement dit, je suis, j'en sais rien, moi, Latitude, Sirius Space System, et je dis, moi, je vais faire un petit lanceur. On pourrait se dire, moi, CNES, est-ce que j'ai besoin d'un petit lanceur? La réponse aujourd'hui, c'est non. Ça, c'est encore autre chose. Mais on peut dire, après tout, petit lanceur deviendra grand. Pourquoi tu n'aurais pas droit, toi aussi, à du soutien à la R&D? Moi, ce que je trouve pas normal, c'est qu'on dise, ces petites entreprises, elles connaissent rien, donc elles ont besoin d'être plus aidées. Ah, je comprends pas. C'est pour ça que je suis, moi, très, très partagé sur ce système. Moi, je pense que la R&D financée par la puissance publique, elle existe. Pourquoi, à un moment donné, il faut favoriser plutôt le petit acteur émergent que l'acteur installé? J'estime que ce n'est pas cohérent. Le plan de relance français, France 2030, effectivement, a décidé que le gros des financements allait aller à des startups. En Italie, il y a un plan de relance équivalent qui met à peu près autant d'ailleurs sur la table pour le secteur spatial. Eux, ils n'ont pas du tout mis cette règle. Au final, 70% des financements sont allés aux acteurs installés, Thales, Space, Telespazio, Avio notamment, Citael d'ailleurs aussi, une boîte très, très intéressante qui est dans le sud de l'Italie. Et puis une partie aussi est allée vers les nouveaux acteurs. Donc moi, ce qui me gêne en fait, c'est cet a priori qui semble dire parce que c'est une start-up, ce sera mieux. Il y a certainement des startups qui auront des bonnes idées. Et clairement, SpaceX est une startup qui a fait la démonstration que les idées de Musk, qu'on apprécie ou non le personnage, sur la réalisation du lanceur, puis sur la réalisation d'une constellation en grande série, étaient effectivement valables. Qu'il se soit appuyé là-dessus, sur un financement conséquent de la NASA, est aussi une réalité. Et que donc, la réalité commerciale de SpaceX, elle n'existe que depuis 2019, c'est-à-dire 17 ans après l'arrivée de l'entreprise sur le marché, avec Starlink. Avant, SpaceX, c'était un système au service de la NASA et du DoD et rien d'autre.
Donc la conséquence du tsunami en Europe, c'est finalement de faire bouger quand même quelque chose que vous avez décrit comme très statique, en disant finalement on sait faire, on bouge un peu mais pas trop. Nous on a des chiffres. Là aujourd'hui on va devoir bouger, donc pourquoi pas ouvrir, et puis peut-être changer les règles, la règle du retour géographique qui est souvent dénoncée par beaucoup de pays en Europe en disant chacun récupère dans son pays ce qu'il y a mis, c'est par exemple une body bag de Margaret Thatcher, c'est une lourdeur, c'est vraiment considéré comme une lourdeur aujourd'hui. Bon, c'est normal que ça bouge. Les startups ne changent rien à ça. Donc là aussi, le retour géographique est une règle qui sert à lever des fonds et à dépenser des fonds. C'est encore une fois, c'est double flèche, hein, c'est le flywheel comme disent les Américains. Donc Jean-Jacques Dordain, en 2003-2004, l'expliquait très très clairement. Il disait tout le monde voit le juste retour comme une règle de dépense, mais en fait, il faut savoir que le juste retour, c'est d'abord une règle de levée de fonds. Et que donc l'existence d'un tissu industriel capable d'absorber le retour est en fait la mécanique qui permet de décider où la France, l'Italie, l'Allemagne, etc., va investir dans le contexte des engagements qu'ils prennent à la ministérielle. Tout ça est d'une complexité absolue, ce qui fait que la plupart des gens qui regardent ça une fois dans leur vie, malheureusement, ne peuvent rien y comprendre et vont se faire abuser par des déclarations à l'emporte-pièce, comme Elisabeth Borne, qui venait au congrès IAF à Paris et qui s'est mise à raconter des choses un peu inattendues sur l'augmentation des financements de la France dans la ministérielle qui était arrivée. Avec plein de choses, du coup, les gens comparent une ministérielle avec l'autre, alors qu'on compare des choses qui ne sont pas comparables. Et on s'imagine toujours que on va mettre tant, comme si c'était une décision par le haut, alors qu'en réalité, on sait que dans le contexte des ministériels ESA, chaque élément de programme est discuté indépendamment de tous les autres. Ensuite, on regarde tous les engagements qu'on a pris, ça fait une enveloppe, et on détermine si elle est effectivement finançable avec les engagements qu'on peut prendre auprès du ministère de la Recherche et ainsi de suite. Mais donc, le juste retour, c'est d'abord une règle de levée de fonds. Et si on la supprime, on risque de se retrouver dans une situation où les gens vont dire « moi, je suis opportuniste, je sais que mes industriels sont super bons, ils vont donc gagner les appels d'offres, quelle que soit la raison, et ça peut être des startups, j'en sais rien, mais on va dire « moi, je suis bon, je pense gagner. Du coup, mon pays n'a pas besoin de financer, puisque de toute façon, il va gagner les contrats. » Mais je vais poser une question à l'économiste que vous êtes, en dézoomant un peu, parce que les économistes connaissent les cycles. Il y a des cycles un petit peu partout. Et il y a un rapport qui a été remis il y a peu de temps par Mario Draghi, donc, qui pointe la perte de compétitivité en Europe, vieux continent, donc, avec au cœur du constat notre incapacité sur le vieux continent à nous saisir des technologies du 21e siècle. Est-ce qu'on a perdu, entre guillemets, l'esprit entrepreneurial, ou en tout cas, est-ce qu'on a laissé passer, comme certains le pensent aujourd'hui, un certain nombre de révolutions et peut-être l'IA demain? Moi, à titre personnel, ça n'engage que moi, je ne crois pas aux hommes providentiels. Je ne crois pas à ce genre de choses. Je ne crois pas du tout à ce genre de narrative. Une entreprise existe parce qu'elle a des employés, parce qu'elle est capable de faire fonctionner un schéma innovatif et innovant, parce qu'elle est capable de réaliser des produits de qualité, parce qu'elle a des mécanismes de contrôle. Donc ça, c'est la réalité industrielle. Et pour le coup, je suis un économiste industriel. Moi, ma matière de travail, c'est d'abord l'industrie spatiale, c'est savoir comment ils vont, ce qu'ils font, qui fait quoi, etc. Et on a énormément de métriques à Eurospace là-dessus. La question de la compétitivité, c'est un peu, selon moi, un grelot. Ça veut dire quoi être compétitif? La compétitivité, ce n'est pas une mesure absolue. Je ne suis pas compétitif tout seul. Si je suis en monopole, je suis compétitif. C'est le seul cas de figure où en fait je suis compétitif tout seul. Je fais mon prix, vous voulez manger ce que je cuisine, ça vous plaît, vous payez mon prix, ça vous plaît pas, vous venez pas. La compétitivité, en fait, c'est un élément de mesure de comparaison. Je suis plus compétitif que mon concurrent parce que je suis capable, sur le marché où nous sommes tous les deux acteurs, de prendre des parts de marché plus que lui. Autrement dit, la compétitivité n'est pas une mesure absolue, et ça fait 10 ans que moi je continue à lire des rapports à tout niveau, politique, etc., qui utilisent ce mot comme si c'était une mesure absolue. L'efficacité économique, c'est une mesure absolue. Et c'est là qu'on parle de quelque chose qui est plus intéressant. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis capable de produire un lanceur qui me rend un service rendu, donc de déployer 22 tonnes en orbite basse, d'accord, peut-être, pourquoi pas, à quel prix ?
est-ce que ce prix est un prix raisonnable? Je suis prêt à le payer. Et est-ce que ce prix est un prix compétitif? C'est-à-dire que l'autre lanceur sur le marché, lui, il est offert pour moins cher. Donc, l'efficacité industrielle, c'est la capacité à fabriquer un lanceur qui se vend et à ne pas perdre d'argent. Et puis à ne pas faire de mort, et puis à avoir des travailleurs en bonne santé, et puis à avoir des actionnaires contents dans un système capitaliste. Mais la réalité de la compétitivité, c'est head-to-head. Et là, pour le coup, sur le spatial, je suis désolé, mais la notion de compétitivité n'a que peu de sens, puisque dans le marché ESA, dans le marché CNES, la compétition, elle est intra-européenne. Dans le marché CNES, elle est intra-française. On n'a pas à affronter SpaceX. On n'a pas à affronter les Chinois. Personne ne se pose d'ailleurs la question de savoir si on est compétitif vis-à-vis des Chinois. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on doit lancer un satellite et qu'on n'a pas de lanceur disponible, eh ben on va aux USA et pas en Chine parce qu'on est plus amis des USA que des Chinois. Il y a une époque, on allait en Russie avant d'aller aux USA. Puis maintenant, on a arrêté parce que la géopolitique a aussi son droit. Il y a une particularité à cette économie quand même, c'est qu'elle fait appel, on appelle ça le rêve. C'est quelque chose qui est très délicat à manier en termes d'économie, mais en tout cas qui supporte un discours. Les présidents américains, et Xavier Pasco le rappelait souvent, en disant « Nous ne pouvons pas ne pas envoyer des hommes dans l'espace parce que sinon il n'y aurait plus d'espace. » C'est la frontière infinie. C'est la frontière infinie. La frontière infinie. Ma question, c'est est-ce que ça, finalement, en Europe, on l'a perçu? Est-ce que ça veut dire qu'on va être... on a compris que la coopération et pas la compétition pouvait être un élément qui nous permette de continuer à progresser dans cette économie-là, en tenant compte de quelque chose qui est, somme toute, assez irrationnel. Alors, il y a deux choses. Il y a un raisonnement un peu fallacieux. Aujourd'hui, une des limites qui est souvent admise au développement d'une activité spatiale plus importante, avec des retombées économiques qui seraient supérieures, c'est le coût. On a toujours dit que le spatial est une des activités les plus chères au monde. Et c'est vrai, encore une fois, dans le spatial d'avant Starlink, encore une fois, je vous donnais des ordres de grandeur. Quand un satellite coûte 300 000 € le kilo et que pour déployer un satellite en orbite, il faut encore mettre 100 millions sur la table pour le lancer, on se dit, tiens, ça fait beaucoup pour un truc qui finalement a été fabriqué par quelques milliers de personnes. Et qui finalement, quand il s'agit d'un observatoire comme Gaia ou comme Hubble, oui, ça a un apport scientifique, mais est-ce qu'il n'y a pas des instruments scientifiques qui coûtent moins cher que ça? Est-ce que la personne qui va faire de l'échantillonnage de la biodiversité dans un champ, sa science ne coûte pas beaucoup moins cher que la science spatiale? Donc, en termes d'ingénierie, en termes d'investissement, c'est quelque chose qui a toujours coûté cher. Et on dit finalement, la raison pour laquelle on ne fait pas énormément de choses dans l'espace, des hôtels dans l'espace, du tourisme dans l'espace, de la fabrication dans l'espace, parce que la microgravité, c'est super pour fabriquer des cristaux, par exemple. Donc, on nous dit, la raison, c'est qu'en fait, tout ça, c'est trop cher. Et aujourd'hui, Musk nous dit, oui, mais moi, vous voyez, j'abaisse les prix. Je baisse les prix. Et d'un seul coup, eh bien, on ouvre une porte. On dit, ben, finalement, alors, si c'est 10 fois moins cher, dans mon équation économique, dans mon business model, qu'est-ce qui devient accessible? Et d'un seul coup, on dit, ben, finalement, peut-être qu'effectivement, un hôtel dans l'espace, ça pourrait être accessible. Aujourd'hui, pour faire un petit saut de puce, là, un vol parabolique avec Blue Origin ou avec Virgin Galactic, ça coûterait 500 000 $. Donc, ce n'est pas accessible à vous et moi. Puis, ça n'a pas grand intérêt. Je veux dire, hein, c'est un peu comme Space Mountain. Ça dure un quart d'heure, 20 minutes. Puis, ça vous emmène nulle part. Ce n'est pas vraiment des vacances dans l'espace. Et puis, pour aller sur la station spatiale, on l'a vu, avec les quelques touristes qui sont allés, Denis Tito le premier, ça coûterait 50 à 60 millions. Il faut avoir envie aussi. Le Japonais qui était parti, c'était un rigolo, lui. Parce que donc lui, il n'a pas arrêté de râler. Il y a passé 8 jours sur la station. Il a dit, ça pue, je m'embête, j'ai plus d'érection le matin, ça va pas très bien. En gros, toutes ces vidéos étaient là, il faut les regarder, parce que honnêtement, c'est rigolo. Moi, personnellement, j'adore. Mais voilà, donc, le tourisme spatial, si demain j'ai une station orbitale qui, au lieu de coûter plusieurs milliards de dollars, comme celle qu'on a aujourd'hui, coûte quelques centaines de millions uniquement à déployer et à entretenir. Et si l'aller-retour ne coûte plus que quelques dizaines de milliers de dollars, peut-être que des gens, comme on va aux Maldives, aujourd'hui, vous avez vu, vous avez déjà budgété une vacance en famille aux Maldives? Quelqu'un a une idée de ce que ça a coûté? C'est plusieurs dizaines de milliers d'euros. Voilà. Et du coup, le tourisme extrême se développe sur ce genre de trucs. Aujourd'hui, le spatial est encore au-dessus de ça. Mais si demain, on a un ticket
à peut-être 10, 20, 30 000 $ par personne pour aller passer 8 jours dans une station orbitale, eh bien, il y a des gens qui vont vouloir se payer l'expérience. Parce que le tourisme de l'extrême, c'est ça. Mon frère travaille dans le tourisme, alors des fois j'ai des échanges intéressants avec lui. Mais le tourisme extrême, c'est une frange particulière du tourisme qui s'adresse à des gens extrêmement aisés et qui vont chercher la différenciation. C'est l'effet Veblen, alors les économistes ont étudié ça, le luxe, l'envie de ressembler aux autres, quand ils sont extrêmes, exceptionnels. Donc, si on abaisse suffisamment le coût de lancement, théoriquement, on devrait pouvoir atteindre des tarifs qui rendraient ce genre de business possible. Sauf que le coût environnemental aujourd'hui après, je dis que c'est pas. Fallacieux parce qu'en fait, il y a des externalités négatives. Les externalités négatives, c'est un domaine mal aimé de l'économie. Les économistes aiment bien parler de croissance, de recettes, de profit, mais les externalités négatives sont une réalité formelle qu'on connaît aujourd'hui de mieux en mieux avec les changements du climat, avec la réduction de la biodiversité. Aujourd'hui, quand j'ouvre une mine, eh bien, j'ai des profits. J'ai du cuivre, j'ai de l'acier, j'ai du manganèse, j'ai de l'amélioration du matériel médical, j'ai du confort, j'ai tout ça. Donc la réalité formelle de cette mine, elle est de la croissance, de l'économie positive. Et l'externalité négative, on ne la sent pas tout de suite. Et puis après, on a des glissements de terrain, on a des eaux polluées, on a des populations qui souffrent. Donc je veux pas faire du négativisme, mais on ne peut pas, quand on considère l'activité spatiale, oublier que c'est une activité qui est très énergivore. Pour lancer 1 kilo en orbite, je dois consommer 40 à 50 kg d'ergols en moyenne, pour faire simple. Et ces ergols, je les brûle dans l'atmosphère principalement. Et donc, l'impact aujourd'hui est mal connu. Les premières études nous disaient, bon, finalement, un lancement, c'est comme un aller-retour Paris-New York en Boeing. Ça, c'est ce qu'on disait dans les années 2010. Aujourd'hui, on regarde avec plus d'attention et on se rend compte que ces ergols, en fait, ont des impacts différents en fonction de l'endroit où ils sont brûlés. Alors, je ne suis pas du tout expert. En revanche, moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder ces impacts et de les insérer dans une équation économique, puisque donc, ce qu'il faut, c'est se poser la question, pas du pourquoi pas. Pourquoi pas faire des vacances sur la Lune? C'est vrai, pourquoi pas? Après tout, moi, je n'ai pas spécialement envie, mais je suis un peu claustro. Donc, forcément, je suis pas chaud. Moi, j'aime bien les grands espaces. Et puis, respirer le bon air. Mais il y a des gens qui sont intéressés. Et encore une fois, je ne porte pas un jugement de valeur. Moi, j'ai rencontré un gars qui était pilote, on a fait du catamaran ensemble, et puis il me dit ah, mais t'es dans le spatial, purée, moi j'aimerais trop aller dans l'orbite. Et je lui dis mais oui, mais tu sais que pour monter dans un Soyouz, c'est tout petit, c'est pas sympa. Il me dit moi, tu me mets dans une machine à laver et tu m'envoies en orbite, j'y vais quand même. Et tous les astronautes que j'ai eu l'honneur de rencontrer étaient des gens un peu fêlés comme ça, qui avaient cette envie d'expérience ultime. Et encore une fois, je ne porte pas de jugement de valeur là-dessus. En revanche, je pose la question du pourquoi. Dès le moment où ça n'est pas neutre, que ça ne coûte pas rien en termes d'investissement financier, technique et environnemental, j'estime qu'on doit se poser la question. Et effectivement, cet impact aujourd'hui, tout porte à croire qu'il est loin d'être négligeable. Et c'est pour ça que c'est fallacieux, d'autant que donc, cette énergie qu'on déploie pour aller en orbite, il faut bien la trouver quelque part. Donc quand je fabrique de l'oxygène liquide, qui représente aujourd'hui 60% des ergols que j'utilise, d'accord? Mais cet oxygène liquide, pour chaque unité d'oxygène fabriquée, là c'est des gens comme Jean Covici qui en va parler mieux que moi, mais pour chaque unité d'oxygène liquide que je fabrique, je vais consommer 7 à 8 équivalents d'unités énergétiques. Que ce soit fabriqué avec des panneaux solaires, que ce soit fabriqué avec du charbon, en gros, j'ai un rapport de 7 à 1 pour l'oxygène. Si j'utilise du méthane, le coût environnemental du méthane est très très fort. Le balai de camion qu'on a avant chaque vol, vous parlez du vol IFT-7 là, qui va arriver, donc le prochain vol Starship, mais là, il y a 60, 70, 80 camions tous les jours qui viennent réalimenter les réservoirs là-bas, en méthane et en oxygène liquide. C'est du diesel tout ça. Donc ça paraît anecdotique, mais en réalité, cette activité-là, elle est fortement énergivore. Et aujourd'hui, je ne sais pas qui, de bon sens, peut penser que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, l'énergie sera bon marché et propre partout, tout le temps. Il me reste, Pierre Lionnet, à vous remercier et à vous dire que j'ai volontairement daté notre enregistrement pour vous poser la question suivante à la fin. À votre avis, dans combien de temps notre discussion sera-t-elle caduque? Dans combien de temps faut-il se revoir? À la vitesse où vont les choses. Est-ce qu'il faut attendre 10 ans? Quel est le cycle que vous nous conseillez pour, je dirais, alors presque en encyclopédiste, hein, homme du 21e siècle, ce que l'on peut savoir des choses. À partir de quand ce que vous nous dites là sera obsolète pour comprendre ce monde? Alors, tout ce que j'ai dit sur l'énergie ne sera jamais obsolète. Donc le fait que le lancement spatial reste énergivore, ça reste vrai. Et plus le lanceur est utilisable, paradoxalement,
plus c'est énergivore. C'est très paradoxal, réfléchis-y, puisqu'en fait, plus c'est réutilisable, moins c'est efficace en énergie, puisqu'il faut réserver des ergols pour atterrir. Mais je vais vous dire, attendons de voir la montée en gamme, si elle arrive, d'un Starship qui fonctionne. Et là, on se revoit. Donc ça sera dans pas longtemps, a priori. Pas sûr. Merci beaucoup, Pierre Lyonnais. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt, évidemment.